Police pour la vérité. Je suis Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la vérité. Bonsoir à tous et bienvenue à une nouvelle conférence de Police pour la vérité. Je suis vraiment désolée, mais cette conférence interactive ne sera pas en direct étant donné que j'ai des problèmes techniques que je ne sais pas comment les résoudre. Je crois qu'on dit comme ça. Donc, je vais l'enregistrer et demain matin, je la diffuserai sur toutes nos plateformes et réseaux. OK? Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous un gardien de la paix, un policier, actuellement il est en disponibilité, Alexandre Boisson, et qui est aussi le président de l'association SOS Mère. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Je voudrais juste m'assurer que ça enregistre, parce qu'en principe, il y a un truc qui dit que ça enregistre, je ne sais pas. Oui, ça enregistre, pas de souci. Ouais, parfait. Oui, tu peux être tranquille. Et merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté cette petite conférence avec nous. Alors Alexandre, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous racontes quel a été ton parcours dans la police et que tu nous racontes quelles sont les raisons pour lesquelles tu es actuellement en disponibilité. D'accord? Alors, c'est à toi. Alors, je suis rentré dans la police en 96, mais même avant d'être rentré officiellement dans la police, j'ai fait mon service national dans la police nationale. Je l'ai fait dans la police de proximité. La police de proximité, c'est ce qui avait été instauré à cette époque pour être au contact des gens dans les quartiers et puis être aussi la main tendue pour permettre d'avoir encore un dialogue avec la police et de rester dans des relations très humaines, chose qui a été quelques années plus tard supprimée par Sarkozy. Après être rentré dans la police, donc j'ai commencé à la préfecture de police, au service technique de la préfecture de police. Ensuite, j'ai intégré la BAC Nuit Paris, donc la seule force de maintien de l'ordre la nuit à l'époque. C'était à la période 2000. On changeait de monnaie, on passait du franc à l'euro. Et puis après, j'ai intégré le service de protection des hautes personnalités, qui s'appelle maintenant aujourd'hui SDLP. Donc c'était la protection des personnes menacées, mais aussi des élites, telles qu'on les appelle, tant françaises que les étrangers qui venaient en France. Puis après, j'ai intégré le groupe de sécurité du président de la République, donc le GSPR, et ceci de 2002 à 2011. En parallèle de mes activités de garde du corps, j'étais aussi président de l'ASC-GSPR, l'Association sportive et culturelle du groupe de sécurité du président de la République, et nous faisions pas mal d'actions caritatives de notre propre initiative, et pour aider les enfants malades, voire en fin de vie, les aider à se rééquiper dans les hôpitaux. Et puis, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans différentes interviews, moi, je n'étais plus du tout d'accord avec la trajectoire que les décideurs politiques prenaient. Alors, bien sûr que la prise de conscience se fait au fur et à mesure des années. C'est pas quand on a 27 ans comme moi, quand je suis rentré au GSPR en 2002, qu'on comprend un peu tous les rouages. Et puis même quand je l'ai quitté, donc 9 ans après, je n'étais plus d'accord. Je ne savais pas poser encore des mots sur ce qui me mettait en désaccord. Je n'étais pas d'accord sur la guerre en Libye, bien sûr, ça c'était un gros point. Je n'étais pas d'accord même avec de la politique interne, police. Je ne me sentais plus du tout en adéquation avec ce qui m'a fait rentrer dans la police, c'est à savoir une très grande motivation.
Et comme je n'ai jamais été un carriériste, puisque bon, j'ai quitté la police en 2011 avec le grade de brigadier de police, on ne peut pas dire que j'ai été un fou furieux de l'obéissance, bien faire tout comme on me dit. Non, j'ai toujours été j'ai toujours été soumis à la loi, mais pas au chef. Ça, c'est clair. Ça, j'ai un grand respect pour ceux qui se sont creusés le citron à nous faire des lois. Alors, il y en a énormément de bien. Il y en a quelques-unes qui nous passent maintenant, qui ne sont pas toujours les plus justes. Je pense justement aux suspendus, aux pompiers, et ainsi de suite. Ça, je trouve que c'est quand même hallucinant. Donc, attention, la légalité, c'est pas la moralité. La légalité, c'est pas toujours ce qu'on en croit, mais majoritairement, quand on lit un code pénal, un code de procédure pénale, on se dit que ça fait sens. Majoritairement, les articles de ces codes font sens. Et moi, j'étais rentré pour ça, bêtement, naïvement, pour protéger plutôt la veuve et l'orphelin. J'ai à mon actif aucun PV, aucun automobiliste français peut dire que je lui ai collé un PV. Par contre, intervenir de façon musclée s'il y avait besoin d'utiliser la force strictement nécessaire, il n'y a jamais eu besoin de m'appeler 2 fois pour le faire. Voilà. Mais donc pour en terminer sur la partie police, bon, moi je n'étais plus en adéquation. Maintenant, c'est vrai que je ne voulais pas faire n'importe quoi non plus, donc j'ai pris ce qu'on appelle une disponibilité de fonction. En disant que peut-être je reviendrai, mais c'est pas demain la veille. Voilà. Et puis avant, quand on démissionnait, on pouvait avoir au moins une indemnité. Maintenant, ils ont tout supprimé. Donc, bon. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous dire de quel président tu as été le garde du corps? 5 ans, Jacques Chirac. Je suis arrivé après l'attentat manqué du 14 juillet en 2002 par Maxime Brunery. Et donc, je suis arrivé à cette époque-là. Et puis, j'ai quitté en juin-juillet 2011 Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, j'ai fait les deux. Et comment tu as vécu cette expérience à leur côté? Comme je l'ai expliqué avec Jacques Chirac, je n'avais pas encore la maturité de comprendre ce qu'était la politique. Puis Chirac avait un côté très très sympathique avec tout le monde. Donc bon, Sarkozy, je ne peux pas dire qu'il était très désagréable avec ses gardes du corps, au contraire. Mais j'étais plus mature, quoi. Je comprenais qu'il y avait des gens qui étaient là, qui dans les arcanes du pouvoir, et on se demandait, mais c'est pas des gens qu'il faudra interpeller, ça. Voilà. C'était ça un peu ma problématique, parce que j'en ai beaucoup parlé avec Étienne Chouard, que j'apprécie, que je salue, et qui n'a rien de quelqu'un qui est contre les gens de quelque communauté que ce soit. Étienne Chouard, je lui ai dit, c'est plein de bonnes intentions ce qu'il veut faire, rendre des élus vertueux. Mais le problème, moi, ce que j'ai pu constater, ce ne sont que des faits. Tu as, admettons, un élu vertueux. Admettons, Sonia, toi, tu es devenue présidente de la République de la France. Est-ce que tu sais tout du monde? Alors que tu es en position de décideuse, est-ce que tu sais tout du monde? Mais non, c'est impossible. Bon, donc il te faut bien des gens qui te renseignent sur le monde. Oui, tout à fait. Bon. Donc, tu peux, pour caricaturer au maximum, tu peux avoir un mec totalement honnête, voilà, qui va te dire peut-être des choses qui ne vont pas toujours te plaire. Tu vas avoir un mec qui pourrait être honnête, mais il est tenu par des dossiers. Et puis, tu as des grosses pourritures, tout simplement. Alors, si on prend le mec le plus honnête, le conseiller ou la conseillère la plus honnête, elle va te faire un choix large, à toi, Sonia. Elle va te proposer 10 options pour décider pour les intérêts stratégiques de ton pays. Si tu as un mec tenu par les dossiers, déjà, c'est plus 10 propositions, ça va être peut-être 5. Et l'autre, le plus pourri, et celui qui fait le mieux carrière, souvent, c'est celui qui va te faire 2 propositions. Voilà, donc c'est pour ça que, si tu veux, moi je ne suis pas là pour continuer à défendre le président, j'ai terminé ce métier, mais je suis là pour essayer de ramener au maximum
de réalisme dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on peut bien mettre des gens vertueux. Si on ne s'intéresse pas aux enquêtes de moralité, si on ne fait pas les enquêtes de moralité sur ceux qui conseillent les décideurs, on ne peut pas y arriver. Et à ce titre, je vous invite tous autant que vous êtes, que vous soyez policiers, militaires, douaniers ou citoyens, quelles que soient vos fonctions, à lire le livre de Mark Andewelde, L'emprise. Lisez ce livre, L'emprise. L'emprise, ça va vous éclairer sur comment fonctionne notre pays. L'emprise va vous expliquer pourquoi vous payez l'énergie plus cher. L'emprise va vous expliquer pourquoi il y a des décisions complètement hallucinantes, inhumaines, qui sont prises. Lisez L'emprise. Moi, j'ai vu ce bouquin, c'est en fin de compte la quintessence de ce qui m'a fait partir de mes fonctions. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu vois le travail qu'ils font nos camarades sur le terrain, avec tout ce qui est en train d'arriver, les manifestations, voilà, toute la situation que sont en train de vivre les citoyens en France. Comment tu vois le travail de nos camarades policiers et gendarmes? J'ai de la peine pour eux, à deux titres. J'ai de la peine pour eux parce que quand je vois, alors on va prendre les deux extrêmes, ceux qui ne peuvent rien faire, qui tentent de désobéir, mais qui se font fracasser. Et j'ai aussi de la peine pour ceux qui ne vont pas très bien vivre avec leur conscience, quand de toute façon ça va basculer. Parce que notre système est sur un point de bascule aujourd'hui. Donc les plus violents, les plus débiles qu'on peut voir s'illustrer parfois, j'ai de la peine pour eux. Et je te dis ça pourquoi? Parce que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, j'avais une collègue à Vitry que je suis allé voir parce que moi je ne comprenais plus ce qui se passait. Pendant toute ma carrière, moi j'ai été bercé avec les histoires de Malik Oussekine, les voltigeurs. Nous, quand on était à la BAC, si on avait fait un truc de travers, on passait à l'IGPN le matin même, après une vacation de nuit. Et là, voilà qu'on a des retours de voltigeurs qui ont carte blanche, et je ne comprenais plus, quoi. Donc, je suis allé voir ma collègue, qui était complètement déconnectée depuis 2011. J'ai fait un très court passage en 2015. Ça a duré 3 mois dans la police, je suis reparti. Je suis allé lui poser la question, mais comment ont-ils fait pour qu'on ait ça? Pour qu'on ait des gens qui se fassent éborgner? Tu regardes dans le code de procédure pénale, ça n'existe pas. On n'a pas le droit de mutiler les gens, on n'a pas le droit de faire des gueules cassées, ça n'existe pas. Et elle m'a dit, mais écoute, c'est très simple, nous, on a reçu des consignes, tous les anciens, en gros, tous ceux qui, dans les professions, c'est comme ça, couvaient, en gros, les jeunes qui arrivaient, tu vois, un peu trop jeunes, un peu trop vifs, ont été mis à cette période au placard. C'est le propos, hein, on n'est pas obligé de me croire. Et on a encensé tous ceux qui pouvaient castagner, quoi. Mais, donc, la police a été, à mon sens, ça c'est que mon analyse personnelle, déstructurée à cause de ça. Sans compter tout ce qui a été fait au préalable en termes d'ingénierie sociale dans la police, le chiffre, casser la police de proximité qui nous donnait beaucoup de renseignements, quoi qu'il en soit. Tout ça, ça ne fait que bousiller cette profession. Donc, pour revenir à ta question et finir, et pas faire trop long, j'ai de la peine pour les deux, pour ceux qui essaient d'être encore des vrais flics. J'ai de la peine pour ceux qui vont avoir des gros problèmes au bout d'un moment, parce que ça ne pourra pas durer d'être aussi violent avec les citoyens. Et là où j'ai encore plus de peine, c'est pour tous ceux qui essaient de défendre leur bout de gras et qui ne sont pas des violents, c'est tous les citoyens qui sont aujourd'hui en train de se radicaliser. On ne peut pas faire autrement que de se radicaliser quand tu vois que tu ne peux plus exprimer tes droits. Je ne comprends pas les débiles qui conseillent de continuer dans cette violence, puisque ça n'a jamais fonctionné. Là, ce qui est le plus puissant, c'est la force du nombre. Alors pour l'instant, effectivement, cette force du nombre, donc c'est-à-dire la foule, n'est pas tactique, n'est pas stratégique. Elle se rassemble, elle part d'un coup de colère, elle se rassemble pour montrer qu'il y a du monde, mais ça on s'en fout, ça ne marche pas. Je veux dire, moi,
quand il y a eu le mouvement des policiers en colère, c'était des flics qui manifestaient. Et même les flics qui manifestaient se faisaient emmerder par d'autres flics qui les bloquaient, qu'ils soient policiers ou gendarmes d'ailleurs. Donc ça ne marche pas, ça, parce que ce n'est pas tactique. Le jour où la foule devient tactique, on n'en parle même plus. Donc il n'y a aucun avenir dans cette défiance du peuple. Aucun avenir, aucun. Parce que les gens vont trouver leur méthode. Et, ce mouvement des Gilets jaunes a été un moment très ingénieux quand ils commençaient à attirer les flics à droite, puis ils se regroupaient à gauche. Enfin bref, ça devenait vraiment même dangereux quelque part. Donc, je ne comprends pas cette obstination à maintenir des gens en marge de la société. Je ne la comprends pas. Ça n'a aucun sens au niveau de la sécurité, ça n'a aucun sens du droit républicain et ça ne provoquera qu'un effondrement. Alors, je ne vais pas te demander qu'est-ce que tu proposes comme solution, parce que j'imagine que plusieurs personnes qui sont dans la conférence vont le faire. Mais par contre, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu es arrivé quel a été le moment où tu as décidé de créer l'association SOS Mère et pour quelles raisons? Alors, je vais te reprendre en exemple et quand je te prends en exemple, je prends toutes les personnes qui sont là ce soir. Est-ce que tu as un ventre, Sonia? Oui, Oui, bon, comme moi, hein, c'est une question très con. D'accord. Est-ce que ce ventre, tu as besoin de le remplir de nourriture? oui. Bon, d'accord, donc tu es comme moi, pas une Superman, une Superwoman. Eh bien, à ton avis, qui se charge de veiller à ce que ton ventre puisse toujours être rempli aujourd'hui? Ben, pour le moment, les magasins. Les magasins, d'accord. Les magasins, est-ce que c'est invincible? Est-ce que ça dépend de quoi? Ça dépend d'énergie, ça dépend d'Internet pour qu'il soit rempli. On est d'accord? Oui. Ça, c'est des vulnérabilités. Mhm. En cas de crise, qui est-ce qui peut gérer une crise là où tu habites, dans ta commune? Ben, le maire, normalement. Ouais, c'est ça, c'est le maire. À ton avis, est-ce que le maire a prévu quelque chose au cas où on a des cyberattaques de type Killware? Mhm. Alors, les Killware, pour t'expliquer, c'est des cyberattaques qui sont euh, pluriaxiales, plusieurs axes, et qui vont toucher tout ce qui est stratégique pour que plus rien de vital ne puisse fonctionner. Ça peut t'empoisonner l'eau, par exemple. Et c'est arrivé hein, en Floride, aux États-Unis, où des hackers avaient pris le contrôle d'une centrale d'eau pour changer les dosages dans l'eau. Et au-delà d'un certain dosage de produit, ça peut t'intoxiquer, voire te tuer. C'est ça une keyword. Donc là, on revient à notre exemple. Tu as un ventre. Tu m'as dit que tu avais un ventre, tu avais besoin de le remplir. Qu'en cas de problème, celui qui doit gérer une crise, bah, c'est le maire. Est-ce qu'à ton avis, le maire a prévu de quoi te nourrir, toi, nourrir tes enfants? Non, pas du tout. Voilà. Bon, Comme tous les maires du monde, je crois. voilà, exactement. Pourquoi? Parce qu'on a un double problème. On a un problème d'anticipation des risques parce que depuis des années, depuis des décennies, nous n'avons pas vécu de crise alimentaire majeure, de manque d'alimentation. Et puis nous-mêmes, parce que nous sommes appelés par tout le neuromarketing, par toutes les publicités, par la facilité du supermarché, nous ne mettons plus notre argent que dans ces trucs-là, d'accord, majoritairement. Mhm. Donc si on fait ça, ça veut dire que tous les producteurs locaux, eux, finissent par disparaître. Sauf que les producteurs locaux, bah, c'est ta sécurité, en gros. C'est-à-dire que si ton gros bazar où tu trouves tout, ton supermarché, lui n'est plus approvisionné, vers qui vas-tu te tourner? Vers le maire. Oui, vers le maire, qui lui va te dire, ouais, ben, il y a des producteurs locaux. On est d'accord. Oui. Mais est-ce que, à ton avis, par exemple pour l'île de France, donc c'est 12 millions de personnes, est-ce que à ton avis, tu as assez de producteurs locaux pour nourrir 12 millions de personnes? Non. Surtout qu'il n'y a pas une structure et ni aucune organisation. Donc, en gros, nous sommes complètement en roue libre, euh, sans roue de secours. Voilà. Et ce qui m'a amené à SOS Mer, c'est que j'ai découvert, après des années à me prendre pour, putain, j'étais quand même d'un bon niveau au GSPR, j'étais un bon tireur, je savais castagner, il n'y avait pas de problème.
mais j'étais complètement passé à côté du fait que si un jour on avait un problème systémique, bon, j'étais pas plus fort que les autres. J'étais pas plus fort que les autres. Et que certainement, avec un gros problème systémique, comme on nous annonce, hein, c'est pas moi qui spécule, les miens m'auraient appelé, c'est-à-dire ma compagne, mes enfants, on n'a plus rien à bouffer, prends papa. Donc là, est-ce que, à ton avis, j'aurais continué à protéger le président? Non. Donc, je serais rentré et essayé de gérer la situation, parce que là, on est sur ton cerveau ne fonctionne plus pareil, on est sur des urgences vitales. Donc, c'est là où j'ai compris que la sécurité civile, donc ton maire qui doit gérer, l'anticipation des crises, sous-tendait la sécurité publique. Ça sous-tend parce que si tes flics, tes militaires, qui que ce soit n'a pas à bouffer, bah, il n'y a plus de système. Et pour autant, dans les plans qui sont de la responsabilité du maire de remplir, il est bien spécifié qu'il doit anticiper les crises, y compris les cyberattaques. Alors, est-ce que, à ton avis, il y a déjà eu des cyberattaques sur des supermarchés? Ben, j'imagine que oui. Ouais, il y a 800 magasins Coop qui avaient été neutralisés en Suède. Les cyberattaques, c'est tous les jours, et on imagine facilement, parce on nous raconte tous les jours avec les médias mainstream que ça pourrait être une cyberattaque russe. Mais pendant qu'on regarde ça, on oublie qu'il y a tellement de personnes dans le monde aujourd'hui qui vivent avec moins d'1 dollar par jour et qui comprennent qu'avec un peu de connaissances et des ordinateurs, quand ils y ont accès, ils peuvent gagner énormément d'argent, comme par exemple les hackers qui ont fait se stopper le pipeline, donc le pétrole aux États-Unis, qui a bloqué les carburants pendant une semaine. Donc, c'est des hackers d'un pas très grand niveau en termes d'attaque ont réussi à faire ça. Donc, t'imagines que là, il y a aujourd'hui sur cette planète des milliards de personnes qui se disent qu'ils peuvent faire ça. Et les hackers du pipeline ont gagné des millions d'euros. Donc, en gros, on a une recrudescence de cyberattaques qui ne viennent pas forcément de puissances étrangères, mais de personnes aussi qui elles aussi, se disent mais on peut gagner du fric en bloquant un hôpital, en bloquant une centrale d'énergie. Et puis, c'est la compétition maintenant. Qu'est-ce qui va être le plus vital et qu'est-ce qui va nous. C'est l'attaque de diligence, qu'est-ce qui va nous rapporter le plus? Voilà. Donc, je t'ai répondu en te mettant, en gros, un petit exercice de réflexion. C'est si tu n'as pas à bouffer sur ton territoire, il n'y a pas de sécurité. Et là, ça va plus loin. Ça va plus loin que ça. Il y a déjà des questions. Oui, il y a des questions. On va laisser terminer Alexandre et je vous passe la parole, OK? Alors, j'en finis là-dessus. Quand on commence à se poser les questions de la solidarité, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les suspendus, avec certains gilets jaunes, des brigades d'Ikrim, que j'aime tellement rappeler, parce que ce sont des gilets jaunes qui en ont eu marre de se faire démonter, mutiler. Eux, ils ont vécu quasiment, ces gilets jaunes-là, tous les actes. Donc, ils ont vu des gens tomber comme dans des guerres. Et ils se sont dit, non, mais ce n'est pas la bonne solution. Donc, Brigade d'Ikrim a commencé à adopter la stratégie de SOS Mer et à faire du lobbying citoyen, et notamment à Bolène. Bolène, c'est une ville du Sud où, au final, le RIC est adopté, et puis il y a même un budget pour les citoyens. Donc là, on fait de la vraie politique, on est efficace. Il y a aujourd'hui ce qui se passe aussi avec donc, toute la sphère des suspendus, et puis ceux qui, sans être suspendus des métiers de soignants, il y en a qui en ont marre de ce système et qui commencent à s'organiser, autour de leurs producteurs locaux et recréer une économie. J'ai envie de parler aussi des anges gardiens. Les anges gardiens, c'est donc les anges gardiens comme des jardins dans le Nord, on dit ça comme ça, gardiens, qui eux, de concert avec les jardins de Cocagne, l'insertion par le travail, savent relever des gens qui étaient en marge de la société, qui étaient précaires et qui recréent leur propre économie. Alors j'en termine là-dessus parce que si on en a marre des Davos, si on en a marre de tous ces lobbyistes pourris, menteurs, qui détruisent à coups de conseil nos services publics, il va falloir qu'on trouve des vrais
méthode de guerre économique, parce qu'ils nous font une guerre économique. D'ailleurs, pour reprendre la citation de Warren Buffett, il dit clairement, il y a une guerre, effectivement, c'est une guerre des classes, et c'est ma classe qui est en train de la gagner, c'est les hyper riches. Mais non, ils vont se prendre une branlée, parce qu'à partir du moment où les gens sont assez conscients qu'ils ont le pouvoir dans leur portefeuille et qu'ils ont le pouvoir de générer de l'abondance avec la solidarité, les hyper riches, une fois que tu ne portes plus d'attention à eux, ils s'effondrent. Il n'y a plus rien. Et je répète, lisez l'emprise de Marc Andelwell. Vous comprendrez que ce n'est pas du pipeau. Vous élisez du vent. Tous les 5 ans, vous élisez du vent. Parce que tant que vous ne vous intéressez pas à qui conseille et quels réseaux mafieux sont derrière ces conseils, vous élisiez du vent. Ça n'ira jamais dans votre sens. Parce qu'il y a une guerre économique qui vise à laisser émerger des entreprises extrêmement performantes, comme on sait les faire en France. Une fois qu'elles ont tout inventé, qu'elles ont tout créé, qu'elles ont les process et ainsi de suite, il y a des pilleurs d'État, donc ces fameux réseaux, qui vont vendre ces entreprises-là à l'étranger au plus offrant. Voilà ce qui se passe. Donc, vous pouvez bien engueuler Macron, je ne suis pas là pour le défendre, vous pouvez bien engueuler vos députés, ils ne comprennent rien, pas plus que les maires ne comprennent qu'il y a une urgence à faire de la résilience alimentaire. Donc, c'est avec cette prise de conscience-là de ceux qui sont en train d'inventer un nouveau monde, celui qui pousse, en étant rationnel, je répète, en se sortant des informations mainstream qui sont complètement vérolées, qui sont une escroquerie en bande organisée tellement ils touchent des subventions publiques au même titre qui sont financées par des milliardaires et un milliardaire savant son idéologie, ses produits. Les réseaux sociaux, il y a du bon à prendre, il y a aussi beaucoup de conneries. Et puis il y a aussi le système qui invente maintenant des fake news, des trucs bidons pour que tous ceux qui ont envie de croire que le truc qui est dissident plonge dedans et passe pour un rigolo. Il faut s'écarter de tout ça et regarder ce qui se passe chez les constructifs. Quand on veut détruire quelque chose qui va plus, il faut construire par-dessus. Sinon, quand on commente ce qui ne va pas, on le renforce. Quand vous allez vous tabasser contre des flics, vous renforcez le système parce que vous allez perdre. Donc, quand vous allez dans la rue vous faire mutiler, qu'est-ce que ça donne comme image à d'autres qui auraient pu vous rejoindre? Il ne faut pas y aller. Alors que quand vous tapez au portefeuille la mafia, comme a fait un mec qui est mon mentor, en gros, sans que je le connaisse personnellement, on n'est pas de la même époque, Elliot Ness face à Al Capone, là, vous les déglinguez. Quoi. Et il est temps de les déglinguer, ces gens-là. Ces gens qui pillent notre État. Et ça se passe depuis les communes. Parce que j'en finis là-dessus. 35 000 communes, ça ne se nasse pas. On ne peut pas les entourer. On ne peut pas les gazer. On ne peut pas les mutiler, les gens. Surtout quand ils vont voir le maire et ils toquent à la porte. Dis donc, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez prévu là, au niveau de la résilience alimentaire? Regardez dans votre plan communal de sauvegarde qui date d'avant 2019. Et c'est pas normal parce que à chaque crise, en fin de compte, votre plan communal de sauvegarde doit être réécrit. À chaque crise, ça doit être réécrit. Donc, déjà, monsieur le maire, vous voyez, vous avez fait une petite erreur. Et puis en dessous, regardez, vous n'avez pas fait apparaître les cyberattaques. Cyberattaques qui peuvent foutre en l'air les trucs de la mondialisation, à savoir les supermarchés. Donc maintenant, on veut que vous fassiez le boulot. Eh bien, le ministère de l'Intérieur ne peut pas engueuler des gens qui font le boulot qu'il ne fait pas, lui. Tu comprends? Oui, tout à fait. Quand tu vas relocaliser, quand tu vas redonner du boulot aux tiens, à ceux de ton territoire, mais là, tous les fraudeurs fiscaux, là, parce que les grandes distributions, il suffit de lire les livres de Stéphane Gibault sur l'évasion fiscale, ils font partie du game. Hein. Ils te détruisent des petits commerces, tu peux aussi te rapprocher de l'association en toute franchise. Ils planifient la destruction de petits commerces, et quand ils touchent du pognon de tous ceux qu'ils ont récupérés dans leur grande surface, ils foutent ça sur des comptes offshore. Donc, ça, c'est la mafia. Quand tu décides avec tes copains de dire comme les suspendus, comme les brigades d'e-crime, comme d'autres, il y a plein d'associations, il faut maintenant les regarder. Tu décides de dire non, je refile du boulot au mien, on va bouffer mieux, on va penser à notre santé parce que les autres là-haut, ils sont en train de tout détruire.
eh ben là, tu tapes au portefeuille de la mafia, et là, c'est du Elliot Ness versus Al Capone. Ben, je te remercie Alexandre pour cette petite présentation. Si tu es d'accord, je vais lui passer la parole aux personnes qui sont avec nous dans la conférence, qui veulent te poser des questions. Alors Stéphane, c'est à toi quand tu veux. Donc, vous me voyez et vous m'entendez bien? Oui, Bonjour Stéphane. Donc, bonsoir. bonsoir. Tout d'abord, magnifique témoignage. Je m'y reconnais beaucoup. Je ne sais pas si tu... Enfin, je me permets de te tutoyer, hein, parce que... Oui, je crois qu'on est collègues, c'est ça? Oui, on est fameusement collègues. Moi, j'ai 37 ans de carrière dans la police. Donc, en plus de ça, je suis commissaire divisionnaire. Donc, voilà. Mais j'ai eu le même parcours que toi, le même dégoût, le même, allez, la même évolution quand j'étais jeune. Ben oui, je voyais pas tout. Et puis maintenant, quand j'ai vu comment ça tournait, voilà. En plus de ça, j'ai une spécialisation en planification d'urgence. Formidable. Ben, tu vois. Donc voilà. Et donc justement, ça m'a fort intéressé. C'est toute ton explication sur justement la planification d'urgence au niveau de la France. Moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir comment vous fonctionnez, parce que nous, par exemple, on a des arrêtés, nous c'est royaux, hein, excuse-nous, on a encore un roi. Oui, mais Stéphane, tu n'as pas dit à Alexandre que tu étais en Belgique. Ah oui, je suis belge. Hein, oui, J'ai un petit peu compris. Il paraît que j'ai l'accent, mais l'accent belge, il faudrait qu'on m'explique ce que c'est. Hein. Enfin bon, ça c'est... Ça n'existe pas. Non, mais c'est parce que j'ai vu. Ouais, c'est comme les Français, il y a un accent. La fois dernière, j'ai vu ta vidéo et je t'en Oui. félicite. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais voilà, mes félicitations quand même pour le discours que tu as tenu justement la dernière manif, je crois. Hein, À Marseille. À Marseille. Oui. Merci. Ben, merci à toi de me remercier. Mais je pense que effectivement, je ne savais pas qu'on était assez raccord sur pas mal d'idées. Et donc, chez nous, par exemple, on a dans la planification d'urgence, on a des arrêtés royaux qui imposent au bourgmestre déjà d'avoir une personne qui est spécialisée là-dedans, qui doit suivre ça, qui doit faire la révision des plans régulièrement chaque année. Et on travaille de manière très multidisciplinaire, nous autres. Donc, c'est-à-dire qu'on implique la police, mais aussi... Enfin non, en fait, nous on parle de discipline, on a 5 disciplines. La première discipline étant les pompiers, hein, les premiers secours, forcément. Deuxième discipline, l'aide médicale urgente. Troisième discipline, la police des lieux, parce que ce n'est pas spécialement la police qui va gérer ça, mais ça peut être d'autres choses. Quatrième discipline, c'est tout ce qui est logistique. Et ça, on peut y revenir. C'est notamment de trouver là où on pourrait stocker les choses, manger, boire, les vêtements chauds, etc. Et là-dessus, j'ai eu une expérience récente en juillet 2021 où on a eu des inondations en Belgique et où on s'est retrouvé confronté à un problème, non pas de gestion de l'inondation, mais de gestion de l'aide. Donc, un surplus d'aide et une aide qui n'était pas structurée, qui n'était pas aidée, ni rien du tout. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez le même type de législation chez vous autres? Oui, tout à fait. Ah, d'accord, ça c'est une autre chose pour moi. Ouais. Alors, pour Paris, ben, il faut savoir que c'est 24 heures hein, la survie de Paris en matière de nourriture. Tout à fait, ouais. Après 24 heures, tout le monde est mort. Enfin, il n'y a plus rien à manger. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est bien d'attirer l'attention sur la cybercriminalité. Et c'est vrai que d'attirer l'attention sur les circuits courts, retrouver nos commerçants locaux, retrouver tout ça est une bonne solution. Et effectivement, ça va plus loin que uniquement gérer une catastrophe. Ça peut être aussi de lutter contre la grande criminalité, contre la grande mafia, etc. Maintenant, Al Capone, il a eu peut-être un avantage par rapport à nous autres, c'est qu'Al Capone, il a eu des moyens pour pouvoir lutter contre... Enfin, Elliot Ness a eu des moyens pour lutter contre Al Capone, et qu'ici, on fait tout pour éviter de lutter contre la grande criminalité et contre la mafia actuelle, quoi.
Ah ben bien sûr, puisque de toute façon, quand on lit L'Emprise, je me rabâche, de Marc-André Ruel, on a vraiment le spectre de qui c'est une mafia qui pilote les intérêts étrangers et qui pille la France. Donc, ce qu'il faut bien savoir quand même, en France, on a le droit, c'est le droit qui nous permet, à l'article 73 du Code de procédure pénale, de faire stopper un crime ou un délit, qu'on soit policier ou qu'on soit citoyen. Alors, pas d'interprétation de la loi non plus, mais c'est beaucoup plus si on tombe sur un flag. Un flagrant délit, il se passe quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, au regard de ce qui se passe aujourd'hui et des choses atroces qui se passent dans le corps de nos concitoyens, qu'on force absolument, peu importe leur physiologie, à s'injecter un truc parce qu'il y a une doxa qui a dit que c'était comme ça, on est de plus en plus vers une reconnaissance de l'aspect criminel des décisions aujourd'hui. Et donc là, je sors de la santé et je reviens sur la question des obligations de prudence et de sécurité. C'est l'article 121.3 du Code pénal en France. Les maires, les préfets aussi, ont obligation d'anticiper. Ça c'est de la loi civile, c'est de la protection civile. C'est la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile qui dit aux maires et aux préfets d'anticiper les crises majeures. Mais en fin de compte, il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas de punition derrière. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'infraction s'ils ne l'ont pas fait en civil. Ça passe directement au pénal. C'est-à-dire que si demain tu as des émeutes parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, c'est le 121.3 du Code pénal qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Alors, comme moi je considère que tous les citoyens sont potentiellement des policiers, des régulateurs. Policier, il faut bien redéfinir ce que c'est. Oui, la police, c'est les gens. C'est un régulateur de la société. Quand la sécurité est bien faite, il n'y a pas de violence. Parce que chacun trouve sa place. Donc la police, dans ce sens-là, a fait que, tel que les gens honnêtes la conçoivent, eh bien, avec cette idée-là, les citoyens de Brigade d'e-crime ont écrit à tous les procureurs de France, y compris Dom-Tom. Bon. Ils ont écrit une lettre d'alerte. Parce qu'il faut savoir maintenant qu'en France, on a le droit d'alerte. Alors, c'est une application d'une directive européenne, mais le lanceur d'alerte a un statut juridique. Donc, les citoyens ont écrit à tous les procureurs de France que depuis 2019, où il y a eu une reconnaissance officielle par le Sénat, et pas que par l'Assemblée nationale aussi, nous avions un problème de résilience alimentaire en France. Donc, je le répète, si les supermarchés font défaut pour des raisons X ou Y, le prix de l'énergie qui explose, une nouvelle attaque bioterroriste qui neutralise les transporteurs, les magasins sont vides et on ne peut pas se tourner vers les producteurs locaux. Donc, à ce titre-là, les citoyens ont prévenu les procureurs de la République que maires et préfets, pour l'instant, ils étaient à défaut. Et à défaut, pour justement les alerter que aussi, ces procureurs, les magistrats en général, avaient un ventre et qu'ils devaient s'y intéresser. Ce qui fait qu'on a armé, ça parlera à tous les flics, on a armé le chien. On a armé le chien. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ce discours, beaucoup de maires ne veulent pas l'entendre. Alors, je ne parle pas des petites bourgades, mais les maires politiques qui ont envie de continuer à favoriser la mondialisation, envie de favoriser cet ordre mondial que moi j'en ai rabâché, entre parenthèses, avec la mallette Kevlar à côté de Sarkozy. Le nouvel ordre mondial, c'est toute la connerie qu'on nous raconte de Davos, y compris cette escroquerie qu'ils sont en train de nous faire, Davos, écologique. Donc, vous allez rester chez vous à utiliser vos trucs numériques qui dégagent un CO2 de cinglé, parce que Internet va devenir en 2030 le plus gros pollueur de la planète. Donc il se fout vraiment de la gueule du monde. Et donc, mais par contre, il te maquille ça de vert, Davos, en te disant que tu vas rester chez toi avec ton métaverse là, et puis ça sera des drones qui viendront te livrer parce qu'ils seront allés récupérer la bouffe dans les fermes connectées. Donc, c'est autant te dire que s'ils comptent en 2030, c'est qu'ils ont déjà investi maintenant dedans. Donc,
toute cette sphère mafieuse, nébuleuse mafieuse, est en train de faire un lobbying partout sur la planète, et y compris dans nos communes, pour qu'on dise, non mais l'avenir, messieurs, c'est la ferme connectée, c'est le satellite qui commande le tracteur. Bon, bah, alors, je vais essayer de ne pas ouvrir trop de portes, mais sachez quand même une chose, ça n'apporte aucune sécurité leur plan, parce qu'avec une éruption solaire de type celle qui a foutu en l'air les satellites d'Elon Musk l'année dernière, autant vous dire c'est le Great Reset de leur connerie, à tous ces technicistes. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, nous avons prévenu les procureurs qu'eux aussi étaient mis en danger par cette négligence, par cette complaisance de certains élus, de certains hauts fonctionnaires, avec toute cette nébuleuse mafieuse qui veut nous prendre pour des cons, abuser de notre faiblesse, abuser de notre état d'ignorance, y compris sur l'écologie. Donc, on a armé le chien du revolver. On a dit maintenant, si vous continuez comme ça, vous allez en prendre des responsabilités. Parce que les émeutes, elles vont être vite reroutées vers ceux qui n'auront rien foutu, alors qu'ils sont prévus. Donc c'est comme ça qu'on joue la pression. Et c'est comme ça qu'on relocalise. Parce qu'une fois qu'on a retiré de l'équation tous les plus corrompus, la majorité des maires, même des préfets, sont capables d'entendre que bon, il va falloir peut-être faire un peu des choses en local aussi. Oui, Stéphane, tu voulais reprendre la parole. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Et je le couperai juste après que j'ai terminé. Il n'y a pas de souci non plus. Entièrement d'accord. Donc, moi, je te rejoins. Mais je pense qu'en France, vous avez une structure, tu me contrediras peut-être, parce que nous autres, on est occupés à fusionner les communes, donc à essayer de faire de plus en plus de grandes communes. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, vous avez des petites communes qui savent, qui sont beaucoup dans la ruralité et qui pourront se défendre très bien par rapport à une attaque quelconque, etc. Parce que il y a justement des gens qui ont leur jardin, qui ont des grands territoires, etc. C'est vrai que les grandes communes chez vous autres, je pense qu'elles sont mortes. Bordeaux, Lyon, Marseille, ça va être l'horreur. Par contre, il y a une chose, donc vous pénalisez beaucoup, hein, donc vous faites beaucoup appel au procureur du roi, et moi je suis quelqu'un d'assez préventif et donc d'assez à l'avant. Par exemple, nous autres, on a une obligation légale, même si elle n'est pas respectée souvent, mais quand même, c'est de faire chaque année un exercice par rapport au plan de sauvegarde, par rapport au plan d'urgence, etc. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le cycle de la planification d'urgence, où de l'exercice, on doit tirer des leçons et on doit les intégrer dans le plan pour justement éviter tout ça. Est-ce que ça existe chez vous autres? Et parce que là, on pourrait proposer alors justement des exercices aux autorités communales et de dire, mais oui, mais pensez par exemple, le jour où on a une cyberattaque sur les commerces, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Alors Stéphane, je vais essayer d'être très court. Je te contredis, mais avec beaucoup de bienveillance, sur le fait que nos communes françaises, les petites communes, ne sont pas plus armées du tout au niveau alimentaire que les autres, parce qu'il y a une hyper spécialisation des champs, tu vois, dû à la PAC, et en fin de compte, il n'y a pas assez de jardins pour nourrir, tu vois, même Nous, on a fait moi je suis très impliqué là-dedans, et on a fait l'état des lieux autour des communes. Non, on ne peut pas nourrir nos populations, même dans la ruralité. Donc ça, c'était juste pour, tu vois, dire... Après, alors une chose positive, toujours en étant rationnel avec le ministère de l'Intérieur, pour le coup, a fait quelque chose d'assez bien. Je crois qu'il a fini par entendre des voix un peu comme les nôtres. Et c'est que maintenant, il fait une journée tous résilients ensemble, tous ensemble tous résilients face aux crises. Bon, c'est léger, mais ça a le mérite d'exister. Et il y a un nouveau contrat qui vient de se créer, c'est le contrat territorial, c'est le COTRIM, qui est encore plus englobant que la loi 2004-811 dont j'ai parlé avant. En gros, c'est une recommandation une recommandation faite aux maires et aux préfets de parler aux associations d'insertion,
aux associations qui font du jardinage, bref, tous ceux qui pourraient participer aux crises. Et là, maintenant, on passe à un contrat. Donc, on est beaucoup plus, on est vraiment sur une démarche beaucoup plus inclusive et beaucoup plus opérationnelle. Par contre, on a beaucoup de retard par rapport à la Suisse et par rapport à la Belgique même. Hein. C'est-à-dire que le suivi, il y a certains préfets qui l'écrivent noir sur blanc, qu'en gros, je crois tous les 6 mois, on devrait faire des exercices, même impliquant la population. Quand tu vas faire un peu comme nous, on a fait avec SOS-MER, regarder les 10 crimes, les PCS, donc les fameux documents qui doivent être remplis, il y a des trucs qui n'existent même pas, ils ne les ont même pas fait. Donc on est vraiment à l'ouest, parce qu'il ne faut pas dire les choses qui fâchent à la population, il ne faut pas trop sensibiliser. Et c'est vrai que c'est difficile. Quand tu es un élu, quand tu es un maire, surtout en pleine période où on sort à peine du Covid, de machin, remettre de la peur sur la peur, c'est compliqué. Mais par contre, c'est parce que bien souvent, les gens ne considèrent pas la vertu de la fête. La fête, on pense que c'est un truc, ouais, on se rassemble, on picole. Non, 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 non. Célébrer ensemble, c'est fédérateur. Tu vois, et nous, on va de plus en plus vers créer des fêtes ensemble où on va plus manger local. Créer des fêtes ensemble où on va penser, bah tiens, la petite personne vulnérable, là, elle est sous respirateur. Bon, si on a une coupure d'électricité, ce serait bien qu'il y en ait quelques groupes électrogènes ou des panneaux solaires. Ah, bah ça tombe bien, parce que nous, on pensait faire des panneaux solaires. Ah bon, René, tu pensais à mettre un panneau solaire? Ah ouais, regarde, je vais réduire un petit peu ma consommation. Bon, bah, j'ai envie de le faire, et puis d'un seul coup, tu as un quartier. Et tu vois, la fête, c'est beaucoup plus fédérateur. Tu ne rentres pas par le truc, bon, moi je suis maire, vous devez savoir qu'en cas de crise. Hein. Non, ça se fait naturellement et les gens s'intègrent après, si tu veux, même là dans la cellule de crise communale, une fois qu'ils ont commencé à réfléchir solidarité, tu vas dire, mais ça ne vous intéresse pas, nous, d'être relais à un moment? Ah oui, ben oui, c'est facile. Tu vois. Je vais lui passer maintenant la parole. Stéphane, tu as terminé? Ben, c'est-à-dire que je pense que j'aimerais bien avoir une discussion ultérieure avec Alexandre. Oui, mais pas de souci. Et se revoir après, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger, mais je ne veux pas monopoliser. Je vais venir en Belgique bientôt, là, parce qu'on a une proposition pour... on était à Dunkerque il n'y a pas longtemps, et Marjolaine n'est pas là ce soir, mais c'est avec elle qu'on fait de la cuisine de rue. Alors, on s'intègre avec l'association qui fait de la cuisine de rue, c'est formidable. Oh, c'est génial. Nous, on joue la conférence maintenant depuis ça. Mais Ben, on se revoit bientôt, Stéphane. Ouais. Si vous êtes d'accord, je vais lui passer la parole à Fred. Bonsoir Fred. Tu as une question pour Alexandre? Oui, bonsoir Sonia, bonsoir Stéphane et bonsoir Alexandre. Vous m'entendez bien? Bon. Oui, on t'entend bien. Ok, parfait. Alors, j'ai deux petites questions, deux points particuliers, donc je voudrais avoir un petit peu ton avis sur deux choses. La première, je constate, je pense que tout le monde l'a constaté aussi, que le gouvernement pousse les Français à la révolte, de par les restrictions diverses, le prix de l'essence ou de l'énergie. Enfin bon, on comprend bien que là, ils mettent vraiment le feu sous la casserole. Donc ça ne peut faire que bouillir. Donc ma conclusion là-dessus, c'est que je pense que le gouvernement ne le fait pas par erreur ou par hasard, évidemment. Ils le font dans un but sûrement tactique pour eux. Et je termine sur cette première question en ayant la réponse. Pour moi, je pense qu'ils veulent donc pousser à la révolte pour qu'ils puissent mettre ce qu'ils ont comme force publique, on va dire, pour mater tout le monde et avoir une main prise de genre totalitarisme. Avoir peut-être se créer une vraie ou une fausse bonne, comment dire, opportunité pour dire vous avez fauté, il y a des révolutions, il faut qu'on mate la révolution, donc on a le droit de mettre les forces et toutes les forces qu'on veut pour mater tout ça. Donc qu'est-ce que tu penses sur cette première question, sur ce premier point? Fred, je ne peux que te donner raison, et puis je pense que même il y a une vidéo d'Édouard Philippe qu'il faudrait retrouver, où lui-même s'étonnait qu'à chaque fois qu'ils aient passé des réformes de salopards, on peut dire ça comme ça, que les gens les aient pas retournés. Donc il y a ce que font les Français, puis il y a ce que les étrangers pilotent à travers les Français, parce qu'il y en a que je soupçonne, là, moi j'ai aucune preuve de ce que je vais dire, hein, donc c'est juste une forte intuition, je vais dire ça comme ça, qu'ils ont très envie d'utiliser leur petite police européenne, où ils ont pris des mecs d'à droite, à gauche. On voit déjà ce que c'est que des têtes sans viande sur un territoire national, des mecs qui sont prêts à tabasser père et mère. Donc alors là, imaginez que vous avez
des mecs pris à droite, à gauche de je ne sais pas quel pays, et que vous venez rétablir l'ordre dans les pays où justement ça veut renverser le gouvernement. Ça, c'est évident ils sont en train on a des psychopathes, hein, c'est dans le sens médical du terme. Hein. C'est des gens qui n'ont pas de limite parce que faut bien comprendre un truc, je ne vais pas faire trop long, mais prenez un enfant. Vous prenez un enfant et vous ne lui mettez pas de limite. Qu'est-ce que ça devient? Il devient complètement taré. Là, vous avez des gens qui ne prennent jamais une claque. Donc, ils poussent, ils n'ont pas de... Oui, un jeune fort, alors je ne sais plus si c'est le bon terme, j'ai un autre, il y a une autre dénomination, mais en gros, ouais, ils ont envie de montrer qu'ils ont les pleins pouvoirs. Il y a le jeune fort, enfin moi j'ai connu, j'ai été militaire pendant 15 ans, j'ai connu aussi une militarisation européenne, mais qui n'a jamais vraiment marché, c'était entre la France et l'Allemagne. Ouais. Donc du coup, ce que tu commençais à dire va un petit peu sur une autre question, mais bon, dans le sens où leur police, tu disais leur police, effectivement, moi je vois même une milice, c'est-à-dire des gens qui viendraient de différents pays, qui seraient rentrés en France illégalement, ben, pas forcément, puisqu'il y avait ces droits au territoire, des gens qui viendraient de différents endroits, qui pourraient être l'Afrique de l'Est, qui pourraient être Moyen-Orient, bon, des gens qui seraient maintenant pour moi planqués dans les banlieues des grandes villes, et ce qui constituerait donc la milice, on va dire ça, du nouvel ordre mondial, et qui donc serait en effectif plus important que nos militaires. Donc je pense que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, cette révolution qui est attisée, c'est simplement pour lâcher les fauves qui, eux, comme tu dis, ne sont pas là pour aller dans la dentelle. Non, et puis il faut bien comprendre que même ce qui se passe aujourd'hui au Brésil, pour moi, c'est complètement commandité. C'est-à-dire que quand on envoie les gens dans la rue et qu'ils rentrent résignés, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Donc, au bout d'un moment, vous dominez psychologiquement les gens. Donc, vous les laissez espérer que ça y est, ils ont renversé le truc, et puis en fin de compte, tout était déjà prêt pour les tabasser. Ouais. Mais ce sont des psychopathes. Donc, vous prenez votre vice à vous, votre petit vice à vous, et multipliez par, je sais pas, 10 000, 1 million, et vous avez à peu près l'équation qu'ils ont dans leur tête. D'où une des difficultés des policiers qui ont un cerveau dans le sens où ils ont retrouvé certainement le bon sens, en comprenant que leur métier, comme moi ça l'a été quand j'étais militaire, c'était donc protéger le citoyen. Donc ces gens-là, je pense, ont compris aussi la difficulté qu'il y a à se confronter à ces milices. Et dernier point, je ne sais pas si tu as vu, mais l'OMS va sans doute devenir une nouvelle gouvernance mondiale sous couvert de la santé, évidemment. Puisque, a priori, un RSI, un règlement sanitaire international, est en train d'être mis sur pied par le directeur de l'OMS, le directeur général de l'OMS, qui va donc prendre la souveraineté, remplacer la souveraineté des pays lorsqu'il y aura des problèmes sanitaires type pandémique, mais pas que. Ça peut être aussi des problèmes nucléaires, ça peut être des problèmes biologiques et en tout genre. Donc c'est facile effectivement de créer une pandémie, on l'a bien vu avec le coco, et donc du coup, sous couvert de ce coco artificiel, de dire bah ça y est, maintenant c'est moi qui commande, donc mettre en place une nouvelle ordre mondiale à travers l'OMS. Et donc du coup, les maires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce niveau-là? Et j'ai fini avec mes questions, merci. Les maires, déjà, il faut qu'ils soient conscients que leur rôle, c'est pas d'être des chefs de croyance. Et ce qu'on a vu pour le coup, hein, c'est qu'ils sont mis en chefs de croyance. Pourquoi? Parce que les maires, ils font à peu près comme tout le monde, même moi j'ai été étonné que la police, je parle de certains services de renseignement, ont l'air d'écouter BFM. Donc, hop, tiens, un pangolin, c'est un pangolin. Un pangolin qui détourne un porte-avions comme le Charles de Gaulle, en principe, ça s'appelle du terrorisme. Hein. Voilà. Une arme un virus dont on ne sait pas ce que c'est, on doit déclencher, en fin de compte, des procédures antiterroristes.
et anti-bioterrorisme. Alors, j'en finis avec la police et l'armée, je reviens à mes maires. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'avais justement des adjoints qui me disaient, mais c'est quoi ce maire-là qui dit que maintenant il faut masquer les gamins, c'est comme ça, c'est parce qu'ils font tout ce que font tout le monde, c'est-à-dire aller chercher de l'information chez les milliardaires. Alors que le rôle d'un maire, c'est pas ça. Le rôle de tout un chacun, de tout responsable, c'est pas de regarder la télé, c'est d'être factuel et rationnel. Et en étant factuel et rationnel, c'est remettre en question même les institutions qui ont été défaillantes. Elles ont été défaillantes pour le médiateur de ces institutions. On nous parle de la NSF, c'était la sainteté. Ben non, c'est mis en examen. Tous ceux qui sont censés être les vigilants, les institutions vigilantes, ont des plaintes au cul, quasiment toutes. Ceux qui nous ont vendu un produit super sûr, ce sont des multirécidivistes, multicondamnés, donc le devoir de prudence et de rigueur. Et en fin de compte, comme tout le monde va chercher de l'info là où il ne doit pas chercher de l'info, ou alors au moins l'apprendre et puis aller la vérifier avec d'autres sources, c'est-à-dire la contestation, eh bien, en fin de compte, c'est pour ça que les maires dérivent et deviennent eux-mêmes des chefs de croyance. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans cette crise sanitaire, c'est que ceux qui sont censés dire si c'est sûr ou pas sûr, c'est les médecins inspecteurs de santé publique ou pharmaciens inspecteurs de santé publique. Quand on vous vend qu'un produit est sûr, il faut que les MISP, donc médecins inspecteurs de santé publique, ou les PISP, pharmaciens inspecteurs de santé publique, aient fait un protocole de vérification. C'est un service public, donc ça doit être publié, dire, écoutez, toutes les physiologies maintenant peuvent s'injecter le machin, y compris la petite Mélanie, qui est la fille d'un collègue qui est mort, qui est mort très peu de temps après l'injection. On n'a pas vu les PISP, on n'a pas vu les MISP, et pour autant, ces gens-là, depuis les scandales du Mediator, avaient des rôles renforcés. Donc, tout a été battu en brèche en termes de sécurité. Et les maires ont une grosse responsabilité sur leur territoire quand ils ont fait les chefs de croyance, les placeurs de produits. C'est-à-dire que sans l'avis des MISP et des PISP, sans être sûr, ils ont dit non, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Mais non, c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'être le premier flic de ta commune. Et un flic, ça doit douter. Surtout quand on a des multirécidivistes qui nous disent que le produit est sûr. Donc, que les citoyens soient de plus en plus en colère aujourd'hui, c'est une chose. Il ne faut pas que cette colère transforme, comme tu l'as dit, Fred, et serve le piège qui est tendu, c'est-à-dire la rage et tout péter, parce qu'en gros, ils n'attendent que ça. Il faut que cette colère serve à l'instruction. Et l'instruction, c'est aller voir son maire et lui rappeler ses obligations légales qu'il encourt au niveau pénal, et que son but, ce n'est pas de permettre le nouvel ordre mondial des dégénérer, c'est de protéger sa population. Combien il y a de carottes, monsieur le maire? On nous annonce des coupures d'électricité. Est-ce que madame, la petite dame là, au bout de la rue, là, qui est sous respirateur, est-ce que vous allez la sauver? Et si vous dites non, mais ce n'est pas mon rôle, alors monsieur le maire, vous prenez vos kicks et vos claques, et en tout cas, c'est sûr qu'aux prochaines élections, on ne veut plus entendre parler de vous. Par contre, ça ne va pas rester comme ça. Voilà. C'est le premier flic de la commune. Imaginez que vous rentrez dans un commissariat et que, je ne sais pas, vous êtes fait tabasser et puis que l'autre dit oh non, ça ne me concerne pas. C'est pas possible, ce n'est pas le service public. Et le maire est à portée de population. Le maire, Bruno Le Maire, lui, il n'est pas à portée de population, il est entouré de gardes du corps. Et dans son ministère, entouré de cabinets de conseil étrangers, de réseaux mafieux aussi. Lisez l'emprise pour comprendre. Les grands élus, c'est pas comme le maire qui est à proximité. Il faut instruire les maires. C'est ce que nous faisons, nous. Il faut aller les voir, dire non, mais vous arrêtez de nous saouler, maintenant vous faites le boulot. On veut que notre DICRIM soit réactualisé. On veut que notre PCS soit réactualisé. On veut que vous fassiez le boulot. Et quand vous avez des électeurs sur pattes qui rentrent à la mairie, alors quand c'est un, ils rigolent. Par contre, quand c'est 10 qui, dans le calme, viennent demander les mêmes choses, les mêmes questions, et lui, il ne sait pas répondre, au bout d'un moment, il bascule du côté de sa population. Et il est irrécupérable pour les cabinets de conseil.
est irrécupérable, parce qu'il est obligé de faire corps avec sa population. La plus grande menace, c'est grégaire, hein, nous sommes des animaux sociaux, c'est sa population qui se devient consciente. D'où l'importance que les citoyens prennent la responsabilité aussi de se réunir 3, 4, 5 personnes et aller leur exiger à leur maire, justement, tout ce que tu viens de dire. Et puis alors, il y a un super collectif, enfin 2. Rose Blanche, vous avez vu le bordel qu'ils font avec leurs petites étiquettes et les masques blancs. Vous avez vu l'efficacité de ce discours. Alors imaginez une coupure d'électricité, hein, parce que les autres, ils sont tellement pas prévus qu'on va se prendre des coupures d'électricité. BFM est éteint, la machine à laver le cerveau est éteinte, en général, tous les mainstreams sont éteints, et vous avez des étiquettes, comme donc là c'est la rose blanche, qui vous explique d'où vient le mal. Alors ce qui serait bien, c'est que maintenant la rose blanche explique que maintenant il faut aller chez les producteurs locaux, qu'on peut faire de l'énergie partagée, qu'on peut relocaliser aussi des molécules, des principes actifs pour notre santé, et que c'est hyper important parce que là on va nous prendre en otage avec les médicaments aussi, hein, tout vient de Chine. Les copains de la mafia sont en Chine. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jour où les mainstreams ou même les réseaux sociaux sont éteints, bah, vous n'avez plus que les étiquettes des roses blanches. Donc ça, c'est super. C'est une super tactique. Et puis, l'art, c'est extrêmement efficace aussi. Et les masques blancs, ils démontrent avec malheureusement les petits cercueils blancs qui posent à Lyon très souvent pour montrer tous ceux qui ont fait confiance aux guignols de la télé, là, qui vont se retrouver au tribunal. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la plainte. Et on va s'en occuper. Donc, abus de faiblesse, hein, sur des gens qui étaient innocents, qui ont cru leur discours, que si tu n'étais pas vacciné, tu étais la pire des saloperies, et des gamins sont morts, dont des gamins de flics. Donc, maintenant, il va falloir qu'ils peuvent continuer à faire les marioles sur les réseaux sociaux, là, à aller harceler les victimes. C'est le fact-checking, le vrai fact-checking, ça passe au tribunal. Et là, ils ont des gens bien énervés. Donc, ce que je veux dire, c'est que les étiquettes sont hyper importantes, ça facilite la compréhension, ça marche bien. Plus vous allez faire des démonstrations, plus vous allez faire de fêtes, ce que je disais tout à l'heure avec Stéphane, plus vous allez amener du monde à vous. Ce n'est pas de la manipulation, c'est l'inverse de ce que font les autres. C'est dire, mais on peut se retrouver et on peut s'éduquer. Et là, on ne tombera jamais dans les pièges. Parce que le portefeuille de Madame Michu et le portefeuille de Monsieur Tout-le-Monde, il va commencer à dépenser local. Ça ne va plus partir dans les circuits qui alimentent la mafia à offshore. Vous comprenez? Donc là, le nouvel ordre mondial peut s'inquiéter, ouais, effectivement. C'est pas du boycott, c'est du boycott. Le boycott, c'est ne pas dépenser. Le boycott, c'est diriger son achat vers ce qui va nous servir à nous. Merci Alexandre. Je vais lui passer la parole maintenant à Marie. Marie, c'est à toi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a Stéphane qui avait levé la main, je crois, avant moi. Oui, mais Stéphane, ça ne te dérange pas que Marie lui pose la question avant toi? Ben, si j'avais levé la main, non. J'ai eu la réponse et l'interaction avec Alexandre et j'ai dit, moi maintenant, j'attends une suite plus tard et maintenant je laisse les autres. Oui, pas de souci pour ça. Vas-y Marie, c'est à toi. Oui, ok, merci. Je suis contente que Stéphane ait pris la parole. C'était normal, quoi. En fait, je voudrais faire passer une information, si vous voulez bien. Et avant de faire passer cette information, qui à mon sens est importante, je voudrais d'abord, Sonia, vous remercier. Merci. C'est pas le premier live que je suis de Police pour la vérité. J'ai déjà pris la parole, je vous ai déjà remercié et je sais toute l'énergie que vous mettez. Et c'est vraiment très important. Bravo à vous. Je vous remercie. Je sais aussi, parce que vous l'avez déjà exprimé, ce que ça peut occasionner dans la vie privée et ne lâchez rien, quoi. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne année, Sonia. Merci à vous aussi et à tous ceux qui participent ce soir aussi dans cette conférence. Bonne année. Et voilà. Oui, c'est important de le dire parce que derrière les écrans, nous sommes des êtres humains et il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. Et, et donc, Alexandre, merci aussi. Je voulais juste vous dire qu'il y a une interview de vous qui est passée beaucoup sur les réseaux sociaux dits alternatifs. Il y a peut-être un an et demi. Enfin bon, voilà, la manière dont vous vous exprimez et ce que vous avez fait en introduction, votre parcours, c'est très important pour nous ouvrir les yeux sur la réalité de ce milieu politique, économique et de lobby. Et encore merci aussi pour ce que vous avez pu exprimer ce soir et votre engagement pour SOS Mère. Voilà. Alors, ouais, alors c'est pas du tout de la manipulation, vous savez, ça c'est un truc manipulatoire, hein. On commence par caresser dans le sens du poil et puis après on amène un truc. Mais en fait, je voudrais juste vous passer une information. Je ne sais pas comment le présenter. Je pense en effet qu'il y a un enjeu par rapport au fait de retrouver une autonomie par rapport à l'alimentation. Localement, il faut savoir qu'il y a vraiment des groupes de citoyens qui s'organisent pour justement pouvoir aller vers les producteurs locaux. Moi, voilà, je fais partie de ce type de groupe. Maintenant, à titre personnel, et c'est là où je veux faire passer une information, il ne faut pas que ce soit pris comme une promotion. Moi, j'ai mis au point, en fait, je suis écrivain, je suis jardinier, et j'ai mis au point une méthode de culture qui permet l'autonomie pour 2 personnes avec seulement 12 mètres carrés de surface cultivée. Oh, bien. Sincèrement, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça fait presque 25 ans que je travaille sur cette méthode. Je l'ai enseignée, entre autres, au Potager du Roi à Versailles. J'ai écrit des livres et je continue de l'enseigner. Et il y a des personnes qui utilisent ma méthode et qui vivent en autonomie légumière à 2, avec 12 mètres carrés de surface cultivée. Alors évidemment, je suis shadowban, comme on dit maintenant, parce que voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. J'ai écrit un livre d'ailleurs sur le sujet. Mon travail dérange énormément puisque je permets aux personnes de retrouver une liberté face à cette emprise économique de la société. À une époque, j'ai beaucoup accompagné justement des communes dans des jardins partagés, des associations. Donc voilà, cette méthode, elle existe. Moi, je la transmets actuellement au sein d'une association. Écoutez, voilà, il y a les producteurs locaux, mais il y a aussi les citoyens qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes, et même avec un tout petit jardin, et même en ville. 12 mètres Alors, carrés de tout à surface fait. cultivée, en ville, c'est possible. Alors, je vous donne juste le nom de la méthode. J'ai écrit des livres. Si vous allez sur Internet, vous trouverez, et du coup, vous verrez qui je suis et vous découvrirez mon nom. Donc, ça s'appelle Le potager en carré à la française. Voilà. D'accord. Un grand merci, Oui, parce que j'ai des amis qui ont créé peut-être quelque chose que vous connaissez, qui s'appelle l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, et qui justement donne énormément de visibilité à toutes ces initiatives-là. Je ne sais pas si vous êtes en lien, mais ils ont créé justement un espèce de référentiel, bon, à travers un site, ils ont même fait un bouquin. Eux, ils arrivent à faire pousser de la nourriture sur du béton, voilà. À faire 100 kilos de nourriture aussi sur une marelle nourricière, donc c'est une petite surface comme vous. Et merci donc à vous de votre témoignage, et que je vais bien sûr relayer sur SOS Mère.
en tout cas, votre livre, je vais m'empresser de le faire. Vous avez dit quelque chose de très juste, il n'y a pas que les maraîchers, il y a les citoyens. Et puis, il faut surtout penser aujourd'hui à ceux qui n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, il y a des foyers qui vivent avec moins de 203 € pour vivre sur un mois en famille. Moi, c'est ce que j'appelle les super-héros. Aujourd'hui, c'est les super-héros. Ce sont mes super-héros, avec Marjolaine, ce sont nos super-héros. Ce sont les gens qui donc vivent avec très peu et qu'on veut rencontrer pour leur expliquer qu'ils ne sont pas les riens dont parle Macron, là, les riens dans les gares. Au contraire, ce sont des super-héros. Et pourquoi ce sont des super-héros? Parce que le jour où justement ça vient à manquer, eux, ils ont l'habitude du peu. Ils ont l'habitude de faire des plats avec pas grand-chose. Et donc là maintenant, c'est en se mettant en synergie, en se mettant en lien, donc alors certes avec les producteurs locaux et puis aussi d'autres qui savent produire comme vous, Marie, qu'on va réussir à faire quelque chose de très vertueux. Parce que bon, souvent les gens qui n'ont pas les moyens, ils bouffent toujours les mêmes trucs, du pas cher, mais ils savent quand même nourrir et apporter du plaisir à table. Donc maintenant, il faut qu'on se tourne vers les plus vulnérables, il ne faut plus qu'on regarde les plus riches. Et je ne suis pas anticapitaliste, je ne suis pas du tout de cette... c'est pas mes courants politiques, moi je parle toujours vision, protection. Il faut absolument qu'on arrive à focaliser notre attention autour de nous et en nous, sans faire non plus de spiritualité. C'est-à-dire que l'abondance, on l'a. La joie à vivre, on l'a. Sauf qu'aujourd'hui, on a 67 millions de citoyens dont la plus grande majorité ne sait pas qu'elle a le droit d'être heureuse. Cette majorité ne sait pas qu'elle a le droit d'être heureuse. Donc elle attend que l'État lui dise qu'elle a le droit d'être heureuse. Donc elle ne crée pas son bonheur. Et le bonheur, c'est déjà partager un repas au chaud, partager de la chaleur, partager un repas, et donc mettre les choses sur la table. Et donc ceux qui savent faire pousser comme vous, vous êtes carrément des banques. Alors, pas avec la connotation des banques d'aujourd'hui. Au contraire, vous êtes des banques nourricières. C'est-à-dire que des gens nos super-héros, là, qui savent faire à manger à plein de monde, mais souvent avec du riz, avec un peu de sauce, avec vous, ils peuvent agrémenter des plats. Et puis, rien ne nous empêche de se mettre à plusieurs et puis d'acheter un petit peu au producteur local. Et plus on va être comme ça, plus on recrée les conditions de bien vivre ensemble et de la protection et de la sécurité publique. Sécurité publique, ça n'a jamais été de tabasser les gens. Ça, c'est que les fous furieux qui font ça, qui se feront de toute façon. Ils n'ont pas d'avenir, ces gens-là. Donc, il faut vraiment qu'on reparte de la base, des plus précaires qu'on relève. Alors, on ne peut pas relever tout le monde. Moi, je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours, c'est pas ça. Mais reconstruire nos villages comme ils ont été construits par nos grands-parents, avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de fêtes, beaucoup plus de trucs sympas à vivre que des réseaux sociaux. Le rosé social, c'est mieux que les réseaux sociaux. Oui, Marie, tu voulais prendre la parole. Vas-y. Oui, alors je reprends la parole avec énormément d'émotion. Vous m'excuserez. Alexandre, ce que vous venez de dire m'a énormément touchée parce que moi, je suis dans la situation de toutes ces personnes qui n'ont plus rien. Parce qu'en fait, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je pourrais par ailleurs, hein, si vous prenez contact avec moi, Sonia ou Alexandre ou d'autres personnes, voilà, ma méthode de jardinage, évidemment, me dérange énormément. Et en fait, j'ai vécu des choses qui sont un meurtre social. Et je fais maintenant partie des personnes qui vivent avec 300 € par mois. Alors, heureusement, j'ai la chance d'avoir une association qui me permet de continuer à transmettre mon travail. Mais moi, à titre personnel, je n'ai plus rien. J'ai mangé à une époque au Resto du Cœur et les personnes du Resto du Cœur pourront en témoigner. J'ai zappé tous les postes d'alimentation, évidemment à part les légumes que je ne me procurais jamais puisque j'avais ma méthode et mon potager. Mais petit à petit, j'ai appris à faire mon pain, j'ai appris à faire mes fromages, j'ai appris à faire mon beurre.
Et ça, je continue à le transmettre, en fait, du coup, au sein de l'association. Et Alexandre, voilà, vous m'avez énormément touchée parce que moi, voilà, là, je suis dans l'émotion, mais autrement, je suis dans la joie. C'est-à-dire que j'ai finalement, au travers de ce que j'ai traversé, découvert l'essentiel du bonheur et à travers l'alimentation, le plaisir de pouvoir continuer à partager. Alors, sachant en plus de ça que moi, à l'origine, j'ai un CAP de cuisinier. Donc, vous Ah, imaginez, ouais, quand on peut plus aller acheter de la nourriture parce qu'on n'a plus du tout les moyens, euh, en termes de libido, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Et finalement, j'ai réussi à surpasser tout ça. Et là, justement, je suis... Alors d'abord, les productions qu'on a en trop dans l'association, on les offre à des personnes en difficulté. mm. Et je suis en train justement d'essayer de développer là des ateliers cuisine, parce que je suis Ah, passée par le super. Resto du Cœur. Et du coup, je sais, en plus, j'ai appris à faire avec le minimum, quoi. Et merci Alexandre. Euh, Quand on traverse des épreuves comme celle-là actuellement que sont en train de nous imposer tous ces psychopathes, euh, je crois que ça réveille en nous, vous l'avez dit, un instinct de survie et une envie de bonheur, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment possible. Je peux vous assurer que je le vis au jour le jour, avec, comme vous l'avez dit, moins de 500 € par mois pour vivre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Excusez-moi pour l'émotion. Ah bah Non, non, c'est bien c'est l'émotion, bien. c'est que on est des êtres d'émotion, on est là pour ça. Marie, je t'ai laissé dans le chat, si Alexandre, tu me permets une minute, l'adresse mail de Police pour la vérité. Je te demande, s'il te plaît, que tu rentres en contact avec nous. D'accord? Je te l'ai laissé dans le chat et je te remercie énormément pour ce magnifique témoignage. Vraiment. Alexandre? Merci Sonia, merci à vous pour l'écoute. Et ce que je voudrais dire, c'est que en ce moment, de toute façon, tout va s'effondrer. Alexandre l'a dit, Sonia, vous vous battez pour ça et tous les autres. Et je pense qu'on va en sortir de tout ça et qu'il y a la lumière au bout. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, quand vous n'avez pas d'ennemis, quand vous ne faites rien d'important. Ça, c'est un principe de base. Alors, si ça peut vous réconforter dans les valeurs négatives, peut-être, hein, je dis ça, je me suis retrouvé moi aussi à la rue. Je ne sais pas si ça se verra. Ça, c'est une lettre expliquant ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé à la rue. Je n'ai pas eu le même parcours que Benalla, moi, puisque je ne suis pas sûr qu'il s'appelle d'ailleurs vraiment Alexandre. Et moi, comme j'ai été jusqu'au bout de mes convictions, toutes les consignes ont été données pour que je ne puisse pas m'en sortir. Donc, quand vous êtes face à vos désillusions, c'est-à-dire que vous croyez à la démocratie, moi, vous imaginez, j'étais prêt à donner ma vie pour des présidents, et là, tous mes droits m'étaient supprimés. Pourquoi? Une nouvelle fois, je recite, l'emprise vous expliquera qui sont les mafieux qui pilotent nos institutions. Et quand vous déplaisez à ces mafias, et que vous avez beaucoup de force, ils vous mettent à l'épreuve, jusqu'à vous détruire psychologiquement. Il y en a pour qui ça marche, il y en a qui se suicident. Et puis il y en a d'autres qui deviennent autre chose. C'est ce qu'on appelle la transcendance avec un bien grand mot. C'est juste être en capacité de se dire on m'a tout pris, donc je vais tout reconstruire. Et à partir du moment où vous arrivez comme Marie à aller chercher dans vos ressources, vous voyez une autre dimension. Vous sortez de la caverne de Platon, en fait. La caverne de Platon, c'est cette allégorie de la caverne où il y a des gens qui sont prisonniers, d'autres qui leur racontent le monde, comme ça, en permanence. Et puis il y en a qui s'échappent. Bon, bah, quand on a des épreuves comme ça, on s'échappe de la caverne et on voit enfin le réel. Parce que regardez la tronche des gens dans la rue, qui ne vivent rien, qui sont toujours dans la quête de ce qu'ils ont appris avec les réseaux sociaux, ou qui sont dans les stéréotypes qui leur sont inculqués à travers la télé. Vous avez vu la tronche qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont des vrais sourires? Est-ce qu'ils ont des vrais éclats de rire? Ben, la réponse est non, puisqu'ils vivent dans un monde qui leur est mis devant les yeux.
Bon, je ne suis pas en train de faire Matrix, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment ça. Alors que Marie, je pense que je ne me trompe pas si je dis que quand vous avez commencé à cuisiner, alors vous étiez dans une période où, en gros, c'était le plus désespéré, vous cassiez tous vos codes sociaux. Et là, vous avez vu, comme d'autres l'ont vu, sur les ronds-points des Gilets jaunes, des petites personnes comme ça qui retrouvent le sourire, qui se relèvent. Bon, bah, c'est ça qu'on a à vivre sur cette planète. C'est pas être sous métaverse. C'est pas être avec une puce dans le crâne comme le Elon Musk. On les emmerde, ces gens-là. On va se marrer, on va faire la fête, vous allez voir. Ouais, c'est Marwan, merci. Ils n'ont aucune chance. Et c'est un mec qui protégeait les élites qui vous le dit. Voilà. Aucune chance. Ils sortent le meilleur de nous aussi, hein, grâce à tout ce qu'on est en train de vivre. Mais oui, bien sûr, parce que là, la solidarité qui est en train de se retrouver, c'est one way, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a traversé l'épreuve, une fois qu'on s'est réveillé, mais qu'est-ce qui peut vous arrêter? Vous avez vu la joie des résistants de la Seconde Guerre mondiale une fois que c'était terminé. Et je pense que c'est des gens qui ont dégagé un bonheur terrible. Alors que quand ils vivaient le truc, ils n'étaient même pas sûrs de survivre. Et je rappelle toujours cet épisode de à quelle époque ont-ils écrit les jours heureux? Est-ce que c'était à la fin de la guerre ou c'était encore la période où il y avait l'occupation? Il y avait encore l'occupation. Les résistants du Conseil national de la résistance écrivaient quoi? Les jours heureux. Ils colonisaient le futur. Alors que les autres en face, Hitler était financé pas que par des Allemands, il y avait des Américains qui le finançaient, il y avait tous les collabos, tous ceux qui avaient permis l'essor d'Hitler, tous ceux qui ont filé des moyens qui étaient français aussi. Et ils ont perdu. Alors les autres débiles qui pensent nous dominer là avec leur... Ils ont créé leur antithèse. Ils ont créé quoi? Ils ont créé des gens qui se sont autonomisés. Est-ce que tous les suspendus sont morts? Il y en a beaucoup qui sont très mal en point, on est d'accord. Mais vous imaginez, ça fait presque 2 ans qu'ils n'ont pas de salaire. Alors ils ont des crédits, ils sont des gamins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces abrutis ont créé la sécession. Ces abrutis ont créé le nouveau monde qui pousse. Et quand les gens qui sont encore accrochés au système vont comprendre qu'il y a plus de sourires chez les gens qui ont résisté que chez tous ces sinistres de l'intérieur, ces sinistres des finances, ces sinistres de partout, conseillés par des mafieux qui finiront par se faire arrêter, parce que les enquêtes sont en cours sur tout ça, sur ces mafias-là. Les gens du quotidien, ils vont se dire, non, allez, on va à la fête avec les complotistes. Avec les complotistes. Ils ne vont pas rester avec des moralistes complètement débiles qui, à l'échelle d'1 an, vous regardez tous ceux qui ont fait l'anti-fake news, ils se sont contredits, dédits. À 1 an d'intervalle, ils disent un truc et son contraire. Et les mecs, ils continuent à croire qu'ils ont une crédibilité. Ça devient un sketch. Vous prenez les fact-checkers, vous leur mettez un nez rouge et vous mettez 1 an avant, 1 an après. Et vous vous marrez. Stéphane, c'est à toi. Mais je suis entièrement d'accord avec Alexandre. Hein. J'ai juste un seul souci, c'est de voir comment la justice va réagir. Quoi. Quand je vois la décision du Conseil d'État qui a validé l'obligation vaccinale et l'obligation du pass vaccinal, je me demande dans quel état eux ils sont. Quoi. Et comment est-ce que eux on peut leur faire un peu changer d'avis. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Hein, il faut qu'on continue nos actions au niveau de la justice. Il faut qu'on essaye de démontrer le plus possible que c'est les gens qui ont eu tort et pas uniquement au niveau de la vaccination. Il y a bien d'autres choses, bien d'autres dégâts hein, qui sont infernaux. Hein. Un Macron qui dépense votre argent, c'est votre argent, hein, pour envoyer à l'Ukraine des canons et des chars qui ne serviront à rien parce que en Ukraine, avoir des véhicules sur roues, ça ne sert à rien. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais comment est-ce qu'on... Je veux te répondre, parce que ça me brûle les lèvres. Nous sommes légion aujourd'hui, d'accord? Nous sommes légion, on est un paquet de gens à avoir compris. Il faut toujours s'intéresser aux vrais
aux vrais lanceurs d'alerte. Donc les vrais lanceurs d'alerte, vous les reconnaissez parce que, en général, ils ont tout perdu. C'est aussi simple que ça. Sinon, c'est un lanceur d'alerte qui ne dérangerait pas assez le système, ça n'existe pas. Donc c'est soit des escrocs, soit des infiltrés. Un lanceur d'alerte se retrouve souvent dans des situations économiques catastrophiques. Une grande pensée pour mon amie Stéphanie Gibault, cette femme qui a été utilisée en état de faiblesse pour aller chercher des informations confidentielles dans les serveurs étrangers d'une banque, la banque UBS, dans laquelle Cahuzac, ministre des Finances qui voulait chasser les fraudeurs, avait ses comptes. D'accord ? Et Stéphanie Gibault, aujourd'hui, se retrouve à la rue, comme moi je l'ai été pendant un temps. Donc on essaie de l'aider, mais ce n'est pas si simple. Donc ça, c'est vraiment une lanceuse d'alerte. Dans la lanceuse d'alerte, mais moins contre la banque UBS qu'elle est contre l'État français qui permet ça. Alors maintenant, pour répondre précisément à la question de Stéphane. Stéphane, il faut que tu connaisses absolument un mec que j'adore qui s'appelle Hubert van den Toren. Hubert van den Toren, ils ont essayé de le buter 3-4 fois. Ils ont cramé 2 fois son entreprise. La maçonnerie était liée avec le banditisme et les juges étaient francs-maçons et ils ont tout fait pour détruire cet homme-là. Alors, je précise tout de suite que moi, je ne suis pas un anti-maçon. J'ai des copains qui sont rentrés, qui sont sortis. Je pense qu'il y en a des bons. Je pense qu'il y a des mecs qui ont juste, maçon ou pas, à être en tôle. Voilà. À partir du moment où ils font partie de la paix, ils ont à être en tôle. Alors, pour revenir à mon Hubert van den Toren, le type, ça fait 15 ans qu'il se bat contre les juges d'Herville. Ça fait, il s'attaque à la magistrature. Il a fait dégager des juges. Bon. Deuxième truc, et j'en finis là-dessus, est-ce que vous pensez que tous les juges de 1944 ont été remplacés en 1945 ? Ben non, pas forcément. Et est-ce qu'ils jugeaient pareil ? Non, forcément. Puisque en 1945, les résistants avaient plutôt gagné, alors qu'en 1944, ils étaient chassés. Donc, la justice, c'est encore du système. C'est pas super vertueux, la justice. C'est, comme le disent beaucoup de magistrats. Je me rappelle Éric de Montgolfier, mais on a un autre qui vient de sortir un bouquin disant surtout ne faites pas confiance à la justice, et il était juge. C'est une histoire, donc je disais, c'est une histoire de rapport de force. Si vous avez une population qui veut plus que la mafia règne, la justice va aller du côté de la population. Ils ne prendront pas le risque, parce que c'est toujours une histoire de rapport de force. Pour l'instant, la population, qu'est-ce qu'elle démontre ? Que dès qu'elle descend dans la rue, elle se fait défoncer la gueule. Elle n'obtient pas des résultats. Donc ce qu'il faut, c'est obtenir des résultats. Quand vous avez par contre, je suis désolé, je prêche pour la paroisse de ceux qui ont adopté les techniques SOS-MER, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais quand vous avez des gilets jaunes de Bolène qui organisent une brigade dégustation d'e-crime, je vous explique rapidement ce que c'est que la dégustation d'e-crime, sur place publique de Bolène, ils ont rameuté à la sortie du confinement tout ce qu'on pouvait récupérer en produits locaux. Ils les ont exposés, puis ils ont demandé à la population, est-ce que vous arriveriez à bouffer avec ça si les supermarchés étaient neutralisés. Donc ça a mis une pression, la mairie, ils n'étaient pas trop contents, la mairie de ça se passe, ce truc-là. On nous a envoyé les gendarmes, ça tombe bien, j'étais là. Donc moi, en tant qu'ancien flic qui vient voir les gendarmes et qui dit, venez vous intéresser à ce qu'on raconte. Vos familles, elles ne mangent pas, comme toutes les questions que je t'ai posées, Sonia. Et puis, au bout d'un moment, les gendarmes, ils se sont dit, ouais, c'est vrai que quand même. Bon, au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez avec vous des gendarmes, avec des policiers qui vont commencer à se tourner vers le maire, dire, dis donc, et nous, on a envie de bouffer si ça tourne mal, là, c'est quoi ce bordel ? Comprenez que ça fait une pression terrible. Vous avez les flics de votre côté, vous avez le maire de votre côté, vous allez finir par avoir le préfet, le procureur. Et puis, c'est les cabinets de conseil étrangers qui vont faire la loi encore. Quand vous avez trop de monde, c'est fini. Il ne faut pas oublier, c'est la force du nombre qui est importante. Mais la force du nombre, pas tactique, ça ne vaut rien. La force du nombre tactique, ça vaut tout. Je prends l'exemple de la bataille de Cannes, 216 avant Jésus-Christ, ou 206, je ne sais plus, 216. La bataille de Cannes, Hannibal versus l'Empire romain.
Le mec, il a moitié moins d'hommes, Hannibal, et il défonce 8 légions romaines. Force du nombre et tactique. Voilà. Nous sommes dans une guerre économique, ça ne sert à rien d'aller se taper avec les CRS. Les cibles, c'est les banquiers. Et comment on cible les banquiers? Par le portefeuille. Et qui donne le pouvoir aux banquiers? C'est lui qui donne son argent aux banquiers. Si on donne notre argent au circuit qui va embaucher les nôtres, on se renforce. Qu'est-ce que c'est qu'une manif où tous les gens vont lutter contre la mondialisation, alors qu'ils ont dans leur estomac du Coca, du McDo, toutes les marques qui font la puissance des lobbies. Les lobbies, c'est donc les gros Manitou, de la pression psychologique, qu'on retrouve après à Bruxelles, donc au Parlement européen. Les lobbies, le Parlement européen, c'est infesté de lobbies, donc les mêmes qu'il y a dans nos ventres. Hein. Dans les foules, il y a ces lobbies-là. À Bruxelles, ils décident des grandes orientations politiques européennes, économiques européennes, et puis après nos pantins politiques, eh bien, ils les appliquent. Donc, changeons nos ventres, et on n'aura plus la pression de ces lobbies. Vous voyez, c'est assez simple, c'est mécanique. Hein. Merci, Alexandre. Fred, vous voudrez prendre la parole. C'est à toi. Hop, j'achète mon micro. Oui, donc je voulais réintervenir sur l'élément de la monnaie. Et je voulais parler du jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, Jardin d'échange universel. Non, tu peux nous expliquer? Donc en fait le jeu ça a été ouais ça vient de loin, c'est en fait une sorte de monnaie incel, système d'échange local, et ça consiste en accordant des minutes aux gens, et ben on récupère ces minutes en d'autres services. C'est un échange de services, c'est pas mal. Ok. Ça peut bien intervenir au niveau de SOS Mer et tout ça, ça peut être sympa au niveau des échanges et tout. Ok. Si tu as plus d'informations, tu peux nous laisser un lien sur le chat peut-être pour qu'Alexandre après il puisse regarder? Oui, alors bon, Alex il a dû voir mon Facebook, donc ça doit être bon. Donc, mais sinon pour les autres, c'est le jeu, donc J comme Jean, tiré du 6, e-u.org. Ok. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as une question pour Alexandre? J'en ai plein, Alexandre. Ok. Donc, je lui poserai plus tard. Merci, Sonia. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lui poser une question à Alexandre? Il nous reste 15 minutes de live. Bon, de live, non, d'enregistrement, vraiment, désolé. Ben, si personne ne veut lui poser une question. Oui, Fred? Mon mari, c'est en ligne sur SOS Mer. Voilà. Oui. Merci. Oui, et Marie, merci de ton échange. Et puis, en fait, j'étais sur ta page Facebook. Hein. Voilà. Sinon, Alex, une grénothèque au niveau des SOS Mer, est-ce que ça peut le faire? On t'entend très mal, Fred. Est-ce qu'une grénothèque, une graine au tech, comme une bibliothèque, mais sauf que là, c'est avec des graines, marcherait au niveau européen? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut se réapproprier les graines. La stratégie de SOS Mer, elle est pour toutes les communes du monde, en fin de compte. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a des bourgmestres en Belgique, il y a des maires, il y a des chefs de village. Et à partir du moment où on arrive à repolariser nos attentions sur notre intérêt à nous, c'est ce qui va vraiment changer le monde. Et pour répondre précisément à ta question, ce qui s'est passé à Montfermeil, il faut que j'en parle. Ça a commencé par le troc de graines, l'échange de graines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Montfermeil? Montfermeil, c'est une ville du nord-est de la région parisienne qui cramait en 2005, c'était les émeutes de banlieue. Sarkozy avait raconté qu'il allait nettoyer tout le monde au Karcher, ça avait bien énervé tout le monde, puis après il y a eu la mort des deux gamins là, dans les transformateurs électriques, et tout s'était embrasé. Et donc il y a une cité qui s'appelle la Cité des Bosquets,
à Montfermeil, donc qui s'était embrasée elle aussi, il y avait vraiment le feu, quoi. Et puis le maire s'est retrouvé avec une situation catastrophique, quoi, à gérer, une totale insécurité. Et comment ils ont rétabli la paix? Ils ont rétabli la paix entre les communautés, parce qu'il y a énormément de communautés en plus à Montfermeil. C'est en ouvrant la bibliothèque. En ouvrant la bibliothèque et en organisant, merci, Zia Debouna, et en organisant les trocs de graines. Et puis des trocs de graines, c'est devenu jardin en permaculture. Donc ça doit intéresser Marie aussi. Jardin en permaculture dans l'enceinte de la médiathèque. Puis ensuite, ça a été dans d'autres bouts de terrain qu'il y avait dans la ville. Et puis progressivement, les gens se sont mis donc à cultiver, à récolter et à manger ensemble. Ils sont passés même à l'élevage de poules, à l'apiculture, bref. Et plus ça a été, plus donc, alors qu'ils ne parlaient même pas la langue, il y a des fois, ils ne parlaient même pas, ils n'arrivaient même pas à communiquer au début. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre à quel point ça peut être vertueux, l'échange de graines, l'échange de nourriture, cuisiner ensemble, se retrouver. Parce qu'au bout d'un moment, donc, ils étaient tellement impliqués dans la vie municipale qu'on a commencé à parler d'urbanisme avec eux. Et ce qu'ils ont fait, bon, alors maintenant je vous le raccourcis, hein, donc en 2005, la Cité des Bosquets cramée, et quand moi je suis allé voir le maire en 2019, tout le monde veut habiter à la Cité des Bosquets. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été, donc les citoyens, les administrés de la commune, les Montfermeillois, ils ont été impliqués dans l'urbanisme, ils ont reconstruit, ils ont détruit le bloc de béton qui de toute façon était branlant, ils ont construit des immeubles à étage, à hauteur d'homme, quoi, hein, pas des trucs, des gratte-ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu, à votre avis, au milieu de ces immeubles, à la Cité des Bosquets? À votre avis, Sonia? Un potager. Voilà. Des jardins. Des jardins. Et ils continuent voilà. Alors, par contre, ce qui était drôle, c'est que moi, pendant un temps, j'étais dans la catégorie collapsologue. Donc, je parlais pas mal des potentiels effondrements, et ça y est, l'effondrement, on y est là. Hein. C'est-à-dire que l'effondrement des valeurs, on est dedans. Et donc, il y a TF1 qui voulait faire. Alors, il y a France 2 qui est venu une première fois, ils n'ont pas passé le reportage, et puis après, il y avait TF1 qui disait oui, on voudrait parler de la collapsologie, c'est toujours faire flipper les gens. Je dis non, il faut arrêter de faire flipper les gens. On est en train de changer de société, à revenir au fermer. Et quand les gens de la Cité des Bosquets, ils ont vu Axel Moignet et la caméra arriver, ils ne voulaient pas parler à TF1. C'est pour dire si ils sont les gens des quartiers ne voulaient pas parler à TF1. Ils en ont marre, les gens, d'être stigmatisés. Il va falloir vraiment aussi tendre la main aux gens des quartiers. Je vous invite à regarder, à écouter le clip de Kerry James, Racaille, parce que là, c'était bien avant les Gilets jaunes. On a l'impression qu'il est médium, le mec. Racaille, Lettre à la République, ça c'est deux titres qui sont importants de Kerry James. Et puis le dernier qui est super important aussi, L'Impasse. Dans les textes de rap, je ne vous parle pas des trucs de Skyrock, hein, l'indépendant, vous avez vraiment ce qui se passe dans la tête des gens aussi. Et l'autre truc hyper important à regarder, c'est un clip que vous trouverez sur YouTube. Allez tous vous faire en filmer. C'est génial. C'est des mecs qui ont voulu faire un film pour donc des mecs de quartier qui ont voulu faire un film pour sortir des clichés de la cité, pour dire non mais attendez, la cité c'est pas que le trafic de stupes, il y a d'autres choses qui se passent. Bien sûr, ils n'ont pas été financés. Alors c'est bien parce que c'est des mecs qui sont un peu connus, moi je ne saurais pas vous ressortir les noms, mais dans ce film, ce clip, allez tous vous faire en filmer. Ils balancent du lourd pour dire que les fils de ministres, ils prennent de la coke, c'est eux qui filent la coke. Enfin, c'est génial. Et c'est avec les gens des quartiers qu'il va falloir aussi travailler, parce que le vivre ensemble, c'est pas en écoutant tous les mecs là, qui veulent nous diviser qu'on y arrivera. Il faut aller au contact des gens des quartiers. Et c'est au contact de ces gens-là qu'on comprend qu'il y en a beaucoup qui voudraient faire autrement. Donc on est à peu près tous dans le même bateau. On nous maintient divisés, en nous stigmatisant les uns les autres, et c'est avec les gens des quartiers qu'il faut faire des trucs. Tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. Marie, vous voulez reprendre la parole?
Oui, alors d'abord, je vais réécouter le replay puisque c'est enregistré pour retrouver là tous les clips dont parle Alexandre. Ça va être une super soirée musicale. Voilà, je pensais juste à un jardin partagé parmi ceux que j'ai créés. C'était au pied d'immeubles, comme on dit, dans une ville, et c'était merveilleux parce que, en fait, les cultures se rencontraient et chacun avait son petit territoire, on va dire, pour créer son potager. Et on voyait des Marocains qui étaient juste à côté je sais plus, d'une autre culture. Et ils disaient, mais qu'est-ce que tu cultives, toi, comme plante aromatique? Ah, nous, on adore ça dans tel plat, dans tel plat. Et ça a créé un lien dans cette cité qui était vraiment extraordinaire. Et, pardon, j'ai les chiens qui aboient. Et on a inauguré justement ces jardins au son de l'accordéon en dansant tous ensemble. Voilà. Et voilà, enfin, je veux dire, ça, malgré toutes les manipulations, ces psychopathes, ils ne peuvent pas imaginer ça parce que eux, ils ne vivent pas cette humanité. Ce sont des personnes qui sont froides, qui sont vides, et leur imaginaire est incapable d'envisager tout ce que nous, eh bien, nous sommes en train de vivre, de construire. Euh, donc voilà, moi, je suis extrêmement positive malgré la lucidité de ce qui se passe. Et donc, continuons, poursuivons comme ça. On a besoin des citoyens. Et on a besoin en effet des élus locaux, c'est certain. Merci Marie. Stéphane? Moi, je voulais partager juste deux expériences. Première expérience, c'est mon expérience à Bruxelles. Parce que quand on parle des problèmes dans les quartiers, moi en 1990, enfin 90, pour les Français, j'ai été confronté à des émeutes dans des quartiers immigrés, etc. Et là, l'expérience, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé ce qu'on appelait des opérations de convivialité. Donc, on a été trouver les mamans marocaines, les mamans, hein, parfois même les papas. On a été trouver les mamas africaines, hein, et on a été, d'ailleurs, j'ai pris 4 kilos parce que chaque fois que j'étais accueilli dans ces trucs-là, je recevais à manger quelque chose d'abominable. Et on a essayé de développer comme ça des choses. Et alors, je vais donner un exemple. On a mis de nouveau Bruxelles. Attention, parce que là, je prends des risques par rapport au niveau disciplinaire. Mais on C'est a pas de grave. nouveau. On est Oui, habitué dans Police pour moi, la ça a été vérité. difficile. Maintenant, j'ai un avocat, donc ça va. Hein. Mais donc, on a mis en avant, en exergue Bruxelles pour les événements à Bruxelles, les violences lors des matchs de football Maroc-France, Maroc avant, etc., Maroc-Belgique. Euh, mais en fait, si on avait mieux préparé ça, si on avait eu plus de convivialité avant, si on avait discuté avec ces communautés-là, enfin ces communautés, avec cette population-là, avec ces gens qui font partie de notre pays, etc., on n'aurait peut-être pas dû de devoir mettre 2000 policiers en œuvre et devoir gazer, etc. Et encore, quand je dis on a dû gazer, je pense que, enfin bon, bref. Surtout que la deuxième fois, au deuxième match, c'est la communauté elle-même qui a mis en place des systèmes pour éviter les incidents. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Donc, ça, c'est ma première expérience, c'est que je me dis, il faut qu'on travaille avec tout le monde. On est tous des citoyens du monde. Moi, je ne peux pas dire que je suis... Enfin, si, j'ai 4 générations. J'ai été voir dans mon arbre généalogique, je remonte à 6 générations où je ne suis que belge, malheureusement. Il me manque un peu de sang, un peu peut-être différent.
Mais il faut que ces gens soient, ou que ces personnes, parce que gens, il paraît que c'est péjoratif, pour moi pas, mais il faut que ces personnes soient considérées vraiment comme faisant partie de notre population, et c'est eux qui vont nous aider à vivre, qui vont nous aider à survivre, et qui vont nous aider à continuer. Donc ça, c'est ma première expérience. Ma deuxième expérience, c'est que j'ai été au Sénégal pendant 3 semaines, et pas au Sénégal comme un touriste, bêtement dans un hôtel 5 étoiles, etc. J'ai été vraiment dans une famille sénégalaise. Donc j'ai été confronté, ce qui pour quelqu'un qui était rationnel comme moi, waouh, c'était un monde totalement différent. Et puis je me suis retrouvé sur une île qui est l'île de Saloum. Hein. Il faut savoir que la population sénégalaise, c'est 90% de musulmans et 10% de chrétiens à peu près, je pense. Et en discutant avec les gens là-bas, parce que moi je voulais ouvrir mon esprit, je dis comment ça se passe, etc. Ben, il dit, écoute, chez nous c'est facile. Quand c'est la fête des chrétiens, c'est les musulmans qui font manger. Et quand c'est la fête des musulmans, c'est les chrétiens qui font manger. Et alors, il y a toute la problématique du porc, etc. Et il dit, on fait à manger. Tout le monde mange tout et tout le monde fait tout. Et voilà. Et ça, c'est vraiment l'échange de culture, quoi. C'est vraiment l'échange de la convivialité, quoi. Il faut arrêter de parler de cette religion, de ceci, de cela. Parlons du social, parlons de l'humain, parlons du partage. Et arrêtons de parler de... Enfin, moi, ça commence à... La spiritualité commence à m'énerver, quoi. C'est pour ça qu'il faut absolument sortir des clichés et des étiquettes que Voilà. des cabinets de conseil nous collent les uns sur les autres. Il faut aller au contact, il ne faut plus avoir peur. Il faut aller parler avec les gens. Et quand on parle avec les gens, on se libère. On se libère des stéréotypes, on se libère des a priori. Il ne faut pas une bisounours non plus. Il y a bien des problèmes de délinquance. Mais quand vous commencez à parler avec les mamans, vous voyez que la police n'en a pas besoin. Non, police, si vous leur donnez les moyens aux mamans, les mamans sont craintes, surtout dans certaines cultures. Donc voilà, moi je suis proche de Latifa Ibn Ziaten. Latifa Ibn Ziaten, c'est la maman de Imad Ibn Ziaten qui passait les attentats de 2013. Hein. Et elle passe son temps à ouvrir son cœur, à essayer d'aller déradicaliser des gamins qui sont embrigadés dans des trucs glauques. Et souvent, elle passe des alertes au ministère de l'Intérieur français et elle ne comprend pas pourquoi on laisse encore prêcher des gens qui incitent à la haine. Donc, vous voyez, il y a des gens qui deviennent de plus en plus lucides sur toutes ces manipulations. Et il faut vraiment qu'on fasse société. De toute façon, les autres, là, avec toute leur technologie et tous leurs flics débiles prêts à tabasser, ils ne tiendront pas face à des gens organisés. Ils ne sont pas assez nombreux. Comme il n'y a pas assez de garde du corps pour protéger les présidents, si toute la foule commence à... Voilà, donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut être rationnel. Les autres n'ont pas de pouvoir, très peu de pouvoir. Par contre, ils ont une capacité à abuser de la gentillesse des gens qui ne sont pas conscients. Ils ont une capacité à leur faire peur. Et ils se déguisent d'institutionnels. Mais en fin de compte, ils ne font que trahir, pour beaucoup, trahir l'institution. Donc maintenant, il faut que les policiers parlent aux policiers, les pompiers parlent aux pompiers, qu'on se parle entre nous aussi, qu'on aille faire un vrai état des lieux de est-ce qu'on est vraiment protégé en cas de crise, refaire de la politique dans le sens bien de la cité. Et en plus, quand on lit les lois de la sécurité civile, ça implique les populations. Il faut aller les chercher, les populations, même dans les quartiers, dire qu'est-ce qu'on mangerait s'il n'y avait rien. Ah ben non, on sait faire ça. Ah ben non, on pourrait être utile là, machin. Ça va être l'occasion de fête. Et quand les gens commencent à faire la fête, les gros monstres n'ont plus de pouvoir. Voilà. Quand ils commencent à... On s'en fout. Quand ils aboient, tu sais, ils disent, vous devez avoir peur de nous. Ben non. Puis il y a toujours des costauds en plus dans la fête pour les dégager. Donc, reprenons notre pouvoir. Dans le calme, dans la fête, à partager. Mais par contre, il ne faut plus du tout croire tout cet arrêt. Ça, c'est une priorité. Le premier virus, c'est les médias. Ben Alexandre, je te remercie énormément pour cette magnifique conférence.
Merci à tous d'y avoir participé. Merci à toi. Et j'espère qu'on se recontacte très très bientôt. Je pense qu'on a de belles choses à faire ensemble. Police pour la vérité et SOS Mère. Il faut absolument qu'on travaille en collaboration. En coopération. En coopération, pardon. Coopération. Bravo Sonia et merci. Merci à Bravo, Sonia. tous et à la prochaine, que ce sera dans, je pense, 2 semaines. D'accord? Merci et bonne soirée à tous. À bientôt. Merci, Au revoir. bonsoir. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Sonia, merci Alexandre, merci à toutes et à tous. Super, super soirée. Merci à vous. Au revoir.